Emmanuel, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu plus auprès de nos auditeurs. Donc ma vie artistique a commencé, j'allais dire, dans le rock, dans la chanson. Donc j'ai commencé en fait par être chanteur. J'étais bassiste aussi dans un groupe de rock. Le théâtre est venu assez tardivement, donc à l'université. C'est un ami qui m'a demandé de tenir un rôle. Ce que j'ai bien voulu faire, c'était un rôle dans le rôle de Trigé dans la Paix d'Aristophane. Et c'est là que j'ai commencé à écrire d'ailleurs, puisque on m'avait demandé ou alors disons que j'ai traduit, j'ai fait une seconde traduction de la pièce qu'on a jouée. Donc voilà un petit peu mon parcours avant la Réunion, quoi, puisque parallèlement je faisais des études de psychologie. Donc dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai trouvé du travail. C'était à l'APK de la Réunion, donc ça n'existe plus maintenant, mais c'était un peu à la Plaine des Cafres, un établissement un établissement justice où on trouvait des jeunes gens d'ailleurs, et un peu plus bas il y avait l'APK 24 pour les filles, et donc disons que voilà, c'était mon boulot, je gagnais ma vie comme ça, et parallèlement donc on a su que j'avais fait un peu de théâtre universitaire, donc au moment de l'inauguration du théâtre du Tampon, je me suis occupé finalement d'un atelier théâtre de la Maison des Jeunes. À MJC. Et voilà, le Théâtre Volard, au départ, c'est un atelier théâtral de Maison des Jeunes. Mais déjà, là, il y avait Jean-Luc Trulès, par exemple. Enfin, il y a un certain nombre avec lequel on continue à travailler ensemble, avec lesquels on a fait l'opéra, donc beaucoup plus tard, vous voyez. Alors, dans ces années-là, on est en 1979, hein, donc vous voyez que on est encore sous Giscard d'Estaing, donc tout ceci est très ancien. Après quoi, effectivement, j'avais pas eu dans l'idée d'écrire tout de suite, mais c'est quand je me suis aperçu avec mes camarades qu'on manquait de textes de théâtre liés ou proches de la Réunion. C'est ce que tu expliques dans tes interviews. Donc on a commencé par faire des petites pièces de théâtre pour enfants. En fait, on n'a pas commencé tout de suite par... donc on a fait des petites farces en créole. On avait fait créer un peu d'une commedia dell'arte créole. Et puis la grande pièce qui va fonder le Théâtre Volard, ça va être Marie-Décembre à Saint-Denis, en 1981. Et là, c'est le démarrage vraiment du Théâtre Volard. C'est les grands amours avec le public. Hein. Bon, ça commence à ce moment-là. Ça avait les deux premières mises en scène que j'avais faites, on s'était fait un nom. Mais la première fois où vraiment... il s'est tissé un lien avec le public qui n'a jamais été démenti depuis. Ça a été vraiment la pièce Marie-Décembre. Voilà. D'accord. Et donc, après ces premières pièces de théâtre, et moi je me souviens, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir vu pratiquement ces premières pièces de théâtre Volard. L'ambiance est extraordinaire parce qu'en fait, vous jouez vos pièces. Vous faites participer des fois le public, et puis ce qui était extraordinaire, c'était nouveau, on terminait toujours par un grand carré, comme on dit, et comme un grand cabaret où tout le monde se retrouvait. Et je pense que vraiment c'est ce qui a fait votre renommée, et ce qui fait aussi que vous étiez devenus vraiment des originaux dans ce sens-là. Oui, c'était lié au fait qu'à l'époque, il n'y avait pas encore il n'y avait pas de théâtre à Saint-Denis, par exemple. Hein. Il y avait juste le théâtre en plein air de Saint-Gilles. Oui, c'est ça. Le premier théâtre couvert, ça a été au Tampon, mais Champfleury est venu plus tard. Ce qui fait que quand de jouer du théâtre, par exemple, à Saint-Denis, c'était dans des lieux un peu différents. Donc, nous avons investi le Grand Marché. Oui. Et donc, on a commencé pendant 7 ans, on a fait des pièces de théâtre là-bas. Alors aujourd'hui, c'est le Centre dramatique de la Réunion, mais c'est nous qui avons investi ça, avec la particularité qu'on avait du mal à se faire entendre, puisqu'il y avait les poules, les coqs et les oies qui faisaient un bruit infernal. Il y avait tous les clochards aussi. Et tu le décris très bien, d'ailleurs, dans une des nouvelles que tu écris, qui s'appelle Le Grand Marché. Dans un des numéros de Cagnard, tu décris très très bien le Grand Marché. Voilà, c'était une ambiance au milieu des bazardiers, etc. Voilà. Mais c'était pas mal. On avait
les clochards, parce qu'il y avait quand même beaucoup de clochards à l'époque, dont le centre se trouvait au Grand Marché, et ils apprenaient les pièces de théâtre par cœur, ils connaissaient les répliques, et bon, c'était un peu gênant pour les acteurs, c'est-à-dire ils donnaient les répliques avant les acteurs. Tu ça aussi. Et donc, ainsi donc, le théâtre Vollard commence vraiment à prendre une place importante à La Réunion. Vous êtes au Grand Marché, malheureusement, comme tu le dis, et j'espère ne pas me tromper, vous avez été expulsé et vous avez dû aller à la Possession, et puis il y a eu cette pièce de théâtre extraordinaire à Pervenche. Je vais dire des banalités, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc on a eu un premier âge d'or au Grand Marché. Donc on a dû partir, parce qu'au moment où on a fait un théâtre en dur à ce moment-là, qui va devenir le théâtre Fourcade, puis le machin, il voulait pas qu'on le gère nous. Hein. Oui. Donc à chaque fois, nous, dans notre vie, voilà, on s'est fait voler nos théâtres. Bon, alors ça c'est la deuxième fois, parce qu'on avait dû partir du tampon déjà une première fois. Donc on part une seconde fois vers la Possession. Et donc, et la Possession... Dans cette salle de cinéma. Une salle de cinéma, et ça va être le moment un peu d'un deuxième âge d'or, avec des pièces comme Étuve et surtout le Pervenche. Ah oui, voilà, extraordinaire, où on finit donc avec le petit train, le grand cabaret et le carry à côté. Extraordinaire. Voilà, donc ça se passe en plein air à la Grande Chaloupe, et bon, on va se terminer avec 35 000 spectateurs. Ouais, moi j'y étais, et j'ai trouvé ça vraiment superbe. Mais le succès peut vous étouffer aussi, donc on ne voulait pas devenir le Puy du Fou de la Réunion. Oui. Parce qu'on nous a demandé à chaque fois de reprendre, de continuer. C'est le succès, il n'est pas toujours au rendez-vous chez les gens de théâtre. Et quand vous en avez un, ça vous fait vivre. Mais en même temps, faut pas que ça bloque l'évolution artistique des créateurs. Donc à un moment donné, on a arrêté de nous-mêmes de jouer cette pièce pour vivre de nouvelles aventures théâtrales. Voilà. Et à ce moment-là. Oui, il y a eu la période. Il y a Gemont qui n'est pas seulement un endroit où on crée des pièces de théâtre, mais on les crée à côté d'autres artistes qui étaient des gens de la musique. Il y avait le Palaxa, il y avait les gens des arts plastiques. Oh, c'était extra aussi. Hein. Et puis il y avait aussi les bureaux du Cri du Marcouillat, de la bande dessinée. Ah oui. Donc ce qui était bien à Gemont, c'est que qui va devenir la cité des arts actuels. Voilà. C'était une manière de mélanger les arts et d'avoir des ponts, et on s'entendait entre nous. Donc donc on a eu c'est une expérience très très longue qui va se terminer aussi par une expulsion, mais enfin bon, un arrangement parce que la municipalité voulait faire la cité des arts. Il y avait eu d'autres tentatives aussi pour faire un centre chorégraphique. Ensuite, ils ont créé la fabrique en face pour nous emmerder. Bon, enfin, bref, disons qu'il est arrivé à un moment donné où on a été plus ou moins obligé d'arrêter le théâtre, puisque ça déplaisait pas au public, qui en voulait toujours plus, mais ça déplaisait aux gens qui nous gouvernent. Et donc, à ce moment-là, on a eu un petit moment avec Jean-Luc, on s'est dit, voilà, on allait faire un groupe de musique. Et puis ça a pas marché parce qu'on est arrivé au moment de la crise du CD. Où finalement les gens ils avaient la musique gratuite sur Internet, donc ils n'achetaient plus les disques, si vous voulez. Oui. Et c'est là que l'idée de l'opéra est venue, mais bon, c'est beaucoup plus tard, c'est vers 2003-2004, vous voyez. Oui. Et à ce moment-là, c'est une manière de continuer le théâtre, c'est faire du théâtre chanté. Et le top, c'est l'opéra, donc on n'a pas fait de la comédie musicale, des choses comme ça, on a fait du vrai opéra. Mais ce faisant, on s'est engagé sur on a plutôt fait le pari de l'avenir, quoi. C'est-à-dire que on s'est dit, tiens, il faut qu'on termine sur la note la plus haute qui soit dans notre profession. Qui est l'opéra. Qui est l'opéra. Voilà. Donc on a fait 3 opéras avec Jean-Luc. Alors, juste dire quand même que les pièces de théâtre que vous avez eues avant les opéras, vous les avez aussi beaucoup exportés. Ça a été joué en métropole, dans d'autres pays, ainsi que votre période musicale. Alors, il y a eu la tournée normale, c'est-à-dire que quand on fait une pièce de théâtre, que ça marche bien, qu'on fait venir des
des critiques de théâtre de métropole. Hein. On a eu cette chance-là. À ce moment-là, on est demandé pour des tournées, donc on a pas mal tourné. Vous avez beaucoup voyagé. Mais il faut dire qu'à un moment donné où on avait de gros ennuis à La Réunion, on a pensé s'installer en métropole. C'est-à-dire on devait devenir un théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines à un moment donné. Trappes Saint-Quentin-en-Yvelines. On aurait dû prendre la suite du théâtre de l'Unité là-bas. Et comment dire, ça n'a pas été possible. Ça aurait été dommage quand même. Ah oui, mais quand on a sur le dos tous les politicards du coin, je suis direct. À un moment donné, ils nous menaient une vie épouvantable, impossible. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, on ne peut pas payer les gens. Quand en même temps... Il faut trouver des solutions. On a des concurrents surpayés, vous ne pouvez pas suivre. À un moment donné, il faut prendre des décisions pour sauver le théâtre, si vous voulez, sauver ces gens qui nous ont fait confiance. Et dans tes opéras, tu fais appel, comme tu dis, à des faits historiques existants dans les pays comme la Réunion, bien sûr, Madagascar ou ailleurs. Et tu y mêles aussi quelques éléments de ton expérience de vie personnelle, bien sûr. Et c'est ce qui te permet donc de créer peut-être l'authenticité de ces opéras. Est-ce que tu peux un peu plus nous expliquer tout cela ? Oui, c'est comment on écrit du théâtre et comment on écrit après des opéras, des livrets d'opéra, puisque moi je m'occupais du livret, c'est-à-dire des mots qui sont chantés par les chanteurs. Bon, alors là, tu es en train de me dire comment tu fais. Bon, absolument. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'imagination et beaucoup de curiosité. Voilà. Et puis s'y connaître quand même en politique et en histoire. C'est-à-dire que... Tu te documentes beaucoup. Il faut pas... On est toujours rattrapé par la patrouille. Hein. Si ça m'est arrivé de faire quelques petites erreurs minuscules historiques, ça n'a pas traîné. J'ai été rattrapé. Et donc, notamment dans mes romans, j'avais fait une petite faute sur les Comores. Par exemple. Ah oui, dans Sabena. Dans Sabena, tout de suite. Non, on parlera des romans un peu plus tard. Mais non, mais c'est pour dire qu'il faut verrouiller tout ça. Et puis, j'allais dire, faut aimer ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est normal. Moi, j'aime l'histoire et j'aime la politique. Donc moi, ça me plaît de parler de ça sur scène. Ce sont mes idées. De ce que c'est que la citoyenneté. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'une société qui fonctionne bien, il faut qu'elle ait des élus, il faut qu'elle ait une presse indépendante, il faut qu'elle ait des artistes libres. Et ça, tu y tiens, tu le redis à chaque fois dans tes interviews. Oui, j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire que, en fait, les hommes politiques et les artistes, en fait, ce sont deux vaches qui broutent dans le même pré. Mais il faut faire attention. Il faut éviter que l'artiste ne doit pas chercher à faire de politique en tant que tel. Encore que, Dieu me pardonne, j'ai été obligé d'en faire pour sauver la baraque de temps en temps. Mais il ne faut pas persister là-dedans. Et les hommes politiques ne doivent pas se mêler du contenu des pièces de théâtre, comme ils ne doivent pas vouloir contrôler la presse. Et tu dis si bien, j'ai retenu dans une interview, tu dis la littérature ne doit être ni un acte facile, ni un acte gratuit. Écoutez, je pense qu'à partir du moment où on fait appel au public, hein, à moins d'écrire des pièces de théâtre sans personne, il y a des artistes qui ne veulent pas être publiés, par exemple, ou bien des artistes, des écrivains de théâtre qui qui désirent pas être montés sur scène. Bon, ça arrive, mais généralement, quand on est un artiste, nous sommes de grands enfants, on a envie qu'on nous voit, de faire les malins sur scène. Il y a un côté infantile là, mais en même temps, on a des responsabilités, c'est-à-dire qu'on peut pas dire n'importe quoi. On ne doit pas faire de propagande, on doit en fait instruire les gens. Il faut que les gens sortent meilleurs d'une pièce de théâtre que quand ils sont rentrés. J'espère.
Non, non, c'est-à-dire que ça n'est pas uniquement un divertissement, si vous voulez. Je comprends, il y a un théâtre, tout un théâtre de divertissement, le théâtre ce soir, où c'est des salades, Ciel mon mari, on se cache dans le placard, bon, qui sont du théâtre de mœurs, qui sont, bon, il y a un certain type de théâtre qui est comme ça. Il y a aussi du théâtre qui est très intellectuel, qu'on a des difficultés à suivre, parce que on fait de la philosophie sur scène. Ce que nous pratiquions, c'est un théâtre, en fait, on peut l'appeler populaire, c'est-à-dire que c'est un théâtre un peu miroir, c'est-à-dire qu'on essayait de présenter sur scène, être le miroir de la société, mais avec des responsabilités. On peut pas, voilà, il y a des choix de langue, il y a des choix ça c'est quand on écrit, des choix de situation. Il faut que quelque part on maîtrise ces choses-là. C'est assez dangereux, vous savez. Et alors, quand tu dis nous, tu peux nous expliquer qui travaille avec toi, qui sont tes dalons, donc, toutes ces pièces de théâtre et d'opéra. Alors, au Théâtre Volard, il y avait donc mes pièces de théâtre à moi, qui sont un peu la majorité. Mais à un moment donné, il y a Pierre-Louis Rivière qui s'est mis à écrire, lui aussi, donc il est devenu romancier maintenant. Et puis il y avait des gens comme le Mauricien Alain Dumazel, qui a aussi écrit. Et il y avait, comment dirais-je, ce que j'appellerais l'écriture musicale. Donc ça, c'est Jean-Luc Trulès, c'est-à-dire que notre théâtre à nous était il y avait beaucoup de musique. Oui. Et donc le camarade... Très agréable. Indispensable, c'est Jean-Luc Trulès. Bon, c'est encore dans l'opéra, sans lui, on n'aurait pas pu faire d'opéra, bien sûr, mais avant, dans des pièces comme Nina Segamour, ce sont des pièces de théâtre musical, ou Ron Rock, ou Sega Tremblade. On accompagnait l'édition des pièces de théâtre par l'édition de CD et DVD, des choses comme ça. Voilà. Et vous avez fait aussi appel pour les opéras à des chanteurs d'origine d'ailleurs, entre autres des choristes malgaches. Alors, on a créé, nous, l'opéra d'outre-mer. Alors, on n'a pas dit que c'était de l'opéra forcément réunionnais, c'est-à-dire que on a mis notre caméra au-dessus de la Réunion, mais dans l'océan Indien. C'est-à-dire qu'on on a les Mauriciens, les Malgaches, les Comoriens dans l'œil de notre caméra. Et c'est très très bien. Et donc, quand on a commencé les opéras, on a dit on va pas faire on va pas le limiter à la Réunion, pour des raisons pratiques. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ou très peu, de chanteurs lyriques professionnels. C'est une denrée rare qu'on ne trouve que dans les grandes capitales, dont Paris. Et les chanteurs d'outre-mer sont plutôt antillais. Oui. On a eu un polynésien aussi, mais ils sont surtout antillais ou mauriciens. Mais c'était un peu les débuts. Maintenant, on peut trouver des chanteurs. Et donc, à partir de ce moment-là, on devient d'outre-mer. C'est-à-dire que on est obligé, on embarque. Des gens d'autres continents, ou des gens de la francophonie, je dirais, comme Madagascar, ou un peu excusez-moi, les anciennes colonies, c'est-à-dire mais qui sont francophones, et qui ont cet avantage, puisqu'ils sont un peu à l'origine du Maloya aussi, c'est-à-dire qu'on est allé un peu à la source avec Jean-Luc Trulès, et on est allé recruter beaucoup au niveau des chœurs à Madagascar, parce qu'on avait besoin de gens qui pratiquent aussi bien que les Réunionnais, la musique ternaire. Oui, on voit d'ailleurs lors de la projection d'un film où vous racontez la préparation d'opéra et autres, on vous voit travailler, expliquer tout cela dans ce sens-là. Bon, donc, alors, c'est joué avec un peu les origines de la Réunion. Voilà. Et après, on a mis un peu de musique chinoise aussi dedans, de musique indienne et de choses comme ça. Que vous avez enregistré, par exemple, la musique chinoise pour l'opéra Chine, vous avez enregistré Alors, pour l'opéra Freedom, on est allé enregistrer avec l'orchestre philharmonique de Hangzhou, en Chine. C'est extraordinaire. Freedom, on n'a pas pu le jouer sur scène. J'espère que ça arrivera un jour. On prévoit de le faire d'ici 2 ans si on y arrive. Mais je peux juste dire qu'on peut le voir sur un lien très précis
en replay, j'allais dire, au YouTube. Alors, on a créé une chaîne YouTube, Voilà. Opéra Volard, dans laquelle nos 3 opéras sont visibles gratuitement. On va le redonner ça à la fin parce que c'est vraiment extraordinaire. Moi, je l'ai revisionné pour préparer notre émission et Freedom est tout simplement un opéra merveilleux, quoi. Alors, ça a été un opéra pour la télévision, c'est ce qui explique le fait D'accord. qu'on ait enregistré à part l'orchestration en Chine. On a travaillé la mise en scène à Tananarive. Ensuite, on est allé l'année d'après en Chine enregistrer. Alors, pourquoi à Tana? C'est pour avoir la vitesse d'exécution. Hein, c'est-à-dire que à Tana, on avait un piano, qui est une sorte. Oui. Le piano, c'est un orchestre à lui tout seul. Oui. Les chanteurs et un décor en carton. On a fait mais il nous fallait qu'on fasse la mise en scène pour avoir la vitesse de la musique. Une fois qu'on a enregistré, qu'on avait la vitesse de cette musique, on pouvait dire à l'orchestre, c'est à tel tempo. Enfin, ça, c'est Jean-Luc Trulès qui le faisait à la maison de la radio. Il avait l'orchestre là et il disait c'est à telle vitesse. Hein. Une fois qu'on avait ça sur des disques durs, on est rentré à La Réunion et ensuite on diffusait l'orchestre dans des baffles et les chanteurs, préalablement, ils avaient enregistré leur voix dessus. On a fait un mix qu'on renvoyait sur scène et là on filmait en fait un peu c'est ce qu'on voit sur la chaîne YouTube. On voit un truc un peu, c'est un truc de télé, c'est-à-dire qu'on les voit chanter, on entend l'orchestration et pour avoir le mouvement des lèvres, ils surchantaient dessus. Voilà, mais bon, c'est un peu compliqué. Ça se voit pas pour un amateur comme moi. Pour moi, bon, ça devait être compliqué quand même à faire, mais le résultat est tout simplement merveilleux. Et comme je le disais tout à l'heure, nous allons donner le lien pour que vraiment chaque ami qui aime l'opéra ou qui a envie de découvrir l'opéra puisse regarder. Nous avons beaucoup parlé du théâtre Volard. J'aimerais aborder une autre partie de tes œuvres, Emmanuel Jeanvrin. Et donc, tu as commencé par écrire des nouvelles, et tu nous l'expliqueras bien sûr de vive voix, avec Cagnard, donc avec ton ami André Pangrani. Et puis après, disons, c'est le succès de ces nouvelles, tu t'es lancé pour écrire tes 2 romans. Donc là, je montre bien sûr Cagnard, la revue littéraire qui a été créée avec ton ami André Pangrani. Et puis, tes 2 romans quand même chez Gallimard, Rock Sakai et Sabena. Et puis, je vais te donner la parole pour que tu nous expliques comment tu as commencé ces nouvelles avec André. Donc, il faut voir que de faire de l'opéra, ça laisse quand même pas mal de loisirs. Donc, pourquoi? Parce que, j'allais dire, en ce qui me concernait, moi, je m'occupais d'écrire le livret et de faire la mise en scène, sauf que c'est pas quelque chose qu'on pouvait faire tous les 4 matins. Ce qui me laissait, j'allais dire, des loisirs. Donc André Pangrani, qui a été un temps le président de Volard, qui a été un des fondateurs de la bande dessinée, Le Cri du Margouillat, lui est parti à Paris, je passe sur les circonstances, et au bout de quelques années là-bas, il a voulu, lui qui était un amateur de nouvelles, de littérature, surtout de littérature anglo-saxonne d'ailleurs, il a voulu créer une revue. Alors cette revue, elle s'appelle Cagnard, donc elle a un titre. Une revue de littérature. Alors c'est une revue de. On l'a qualifiée ainsi en tout cas. C'est une revue réunionnaise de littérature et non pas de littérature réunionnaise. Je veux dire par là que dans cette revue, comme il était à Paris, il acceptait des auteurs de métropole et puis aussi des auteurs. Il fallait aussi parler de la Réunion. Non, pas forcément. Pas obligatoirement. Non, pas forcément. Ah d'accord. Et donc, comment dirais-je, à ce moment-là, il a demandé à ses amis d'écrire. Alors, il y a par exemple Apollo, le scénariste de bande dessinée,
qui pareil n'avait pas écrit encore de nouvelles ou de romans, et il lui a demandé d'écrire. Il a demandé à Pierre-Louis Rivière, qui écrivait déjà des romans, de participer. Et puis moi, il m'a demandé à un moment donné, est-ce que tu veux pas te lancer là-dedans? Donc c'est une aventure qui n'était pas écrite d'avance, je dirais. Donc et moi, je me suis mis donc cette nouvelle. Une nouvelle sur un groupe de jeunes des Chaudrons qui étaient partis faire un camp à Madagascar, et il y en avait un qui n'était pas revenu. Je pouvais aborder les problèmes un peu d'identité, de relations avec Madagascar, du fonctionnement de la mairie de Saint-Denis, de choses de ce genre. Alors cette nouvelle-là, j'ai eu la chance que ça plaise aux lecteurs. Oui. Et ce qui fait que depuis ce temps-là, j'en écris, il y a 9 numéros de Cagnard. En fait, j'ai écrit 9 nouvelles. À chaque fois, j'étais au rendez-vous. Et nous rendons hommage ici, quand même, au travail aussi de notre amie Agnès Antoire, que j'ai eu l'occasion d'inviter et de présenter Cagnard et ses numéros. Alors, dans cette équipe, qui était une équipe entre la métropole et la Réunion, il y a eu évidemment Agnès et puis sa fille Cécile, qui écrivait aussi dedans. Et malheureusement, André Pangrani donc est décédé alors à Moscou. D'une façon tragique. À Moscou, il y a quelques années. C'est un petit peu donc Agnès Antoire qui a pris un peu la rédaction en chef, qui a pris un peu la succession d'André dans le choix des nouvelles, les corrections, l'orientation de la revue. Tu as choisi d'écrire ton premier roman Rock Sakai. C'était comme un feuilleton. Je l'ai proposé au départ au Quotidien et au GIR. Ils n'en ont pas voulu d'ailleurs, ce qui fait que j'ai été pris par Gallimard après. Et donc ça voulait dire que chaque chapitre pouvait être comme un feuilleton publié indépendamment. D'accord. C'était ça l'intérêt de Rock Sakai. J'avais plutôt dans l'idée de faire un feuilleton, comme on faisait ça à l'ancienne dans les journaux, et plutôt que de faire un roman. Alors, j'ai rassemblé tout ça et je l'ai proposé à Gallimard. Et bon, j'ai été pris le comité de lecture, ce qui arrive à tout écrivain débutant. Donc je suis rentré dans cette maison très fier. Donc après, il y a eu Sabena. Alors c'était pareil. C'est toujours difficile quand on fait un deuxième roman, c'est comme une deuxième pièce de théâtre, comme un deuxième disque. On t'attend un petit peu au tournant. Voilà. Donc il est très important pour un artiste de réussir sa deuxième œuvre. Donc pour mon roman, j'ai pris ce titre Sabena, et j'ai voulu aussi parler des Comoriens, des Mahorais, de la Réunion. Ces fameux rappels des faits historiques et politiques, et des fois même des thèmes un peu tabous, comme tu l'as dit dans tes interviews, dans ces deux romans. Oui, ça part du massacre des Comoriens à Majunga en 1977. Et à partir de là, je raconte l'histoire de trois générations de femmes qui vont tourner mal. D'accord. Et donc, et pour terminer à La Réunion, et puis terminer aussi à Madagascar. Donc, ce que j'avais commencé à faire avec l'opéra, je l'ai continué finalement dans les romans. Voilà. Alors, là, maintenant, parce que malheureusement, on est pris par le temps, comme on dit dans votre métier, ton actualité en ce moment, c'est vraiment ce travail. Tu nous diras comment tu l'as fait, tu l'as préparé et avec qui. Les 3 tomes, je te laisse présenter un autre tome, les 3 tomes du Théâtre Volard. Et j'aimerais vraiment que tu expliques aux auditeurs comment tu t'es pris pour bien les présenter. Je te laisse la parole, Emmanuel. Je me suis retrouvé, comme tout le monde, dans le confinement, c'est-à-dire à être un peu chez moi et à dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais un nouveau roman ? On va en parler tout à l'heure. Et donc, j'ai utilisé mon temps pour rassembler toutes les pièces de théâtre que j'avais écrites dans ces 3 volumes qui permettent de raconter un peu ma carrière d'écrivain de théâtre. Et donc, l'avantage, c'est que je désirais laisser une trace, et puis une trace qui n'était pas seulement liée aux pièces de théâtre qui avaient été écrites, mais de faire la part belle au contexte.
Donc c'est pour ça qu'on trouvera dans ces ouvrages-là les pièces de théâtre, page de gauche, j'appelle ça original, c'est-à-dire essentiellement en créole, et page de droite en français, pour pas se couper de non-créolophones. Hein. Ensuite, il y avait les partitions de Jean-Luc Trulès, donc la musique, puisque comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de musique, que c'est un théâtre musical, le théâtre Vollard. Après ça, il y a une rubrique qui s'appelle Contexte, dans lequel il y a des choses qui ont été écrites à l'université, puisque le théâtre Vollard a été pas mal étudié à l'université, donc il y a des textes intéressants. Tu as été aussi, à un moment donné, pendant plus d'une dizaine d'années, responsable de cours à l'université pour le théâtre. Oui, donc j'ai fait, j'avais des liens, quoi. Et puis la dernière rubrique s'appelle l'œil des médias. Alors pourquoi ? C'est parce que le théâtre Vollard a été un théâtre en fait qui a été défendu par son public, par l'opinion publique réunionnaise, je dirais, et beaucoup par les journaux. Oui. Au départ par les journaux de La Réunion, et après on est passé aux journaux métropolitains, aux critiques de théâtre qui comptent. Hein, et avec tous ces journaux comme Libé, Le Monde, Le Point, L'Express, ils ont tous parlé du théâtre Vollard. Et je me disais, il est bon d'avoir ce regard extérieur de gens qui ne sont pas forcément réunionnais, mais qui s'y connaissent en théâtre. Enfin, voilà. Donc on retrouve ces extraits d'articles dans chaque... c'est pas des extraits, ce sont des articles entiers, souvent. C'est un choix qui a été fait, puisqu'il y a eu beaucoup de presse sur Vollard. Quand on comptabilise tout ce qui est paru sur Vollard, on retrouve 2000 articles. C'est ce que tu m'as dit. Et donc, dedans, il y en a 150, qui sont un peu pour bien comprendre, avoir un regard extérieur. Alors aussi, quand vous mettez des dialogues de théâtre, ça suffit pas. Il manque aussi le décor, les costumes, le jeu des acteurs. Tout le regard du théâtre, c'est-à-dire le théâtre sur scène, c'est seulement les journalistes qui peuvent le dire. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on peut pas parler de théâtre sans ça. Mettons-les dans le bouquin. 3 tomes que l'on peut déjà commencer à trouver à la librairie Gérard. Voilà, on les a. Bon, on peut les commander évidemment sur Internet, chez l'Harmattan. Et on les trouve chez Gérard en ce moment. Le premier tome est composé donc de... Alors ce sont essentiellement les pièces de théâtre du Grand Marché, donc jusqu'en 1987. Et les pièces du numéro 2, donc ce sont surtout des pièces alors à Gemont. Il faudrait que tu nous redises les titres. Bon, alors il y en a pas mal. Pour le 1, donc on a Marie-Décembre, donc sur l'abolition de 1848. On a Nina Ségamour sur les Miss Réunion et compagnie, Tourouse sur les premières automobiles à La Réunion, Colandi sur l'émigration en France, et Ronrock, une pièce de théâtre de science-fiction, où on imagine qu'il y a une nouvelle île de La Réunion qui pousse, c'est pas faux d'ailleurs sur un plan géologique, et quand ce nouveau volcan va surgir au sud de La Réunion, qui va l'habiter, à qui ça va appartenir, et donc on rejouait un petit peu symboliquement la naissance de l'île de La Réunion dans un volcan imaginaire qui s'appelait Ronrock. Donc voilà, ça c'était le tome 1. C'est le tome 1. Et tome 2. Pour le 2, alors ce sont des pièces essentiellement de Gemont, mais qui commencent un peu avant. Notamment, Étuve, c'était au Cinérama. Le Pervenche, ça va être entre le Cinérama et Saint-Denis, donc ça va être la Grande Chaloupe. Et ce sont un peu c'est le moment où la troupe Vollard prend du poids, j'allais dire, du poids politique. À un moment donné, s'il y avait un problème à La Réunion, par exemple, sur les routes, on venait nous demander notre avis. Bon, ça veut dire qu'on avait dépassé le cadre du théâtre pour parler de la vie de la Réunionnaise. Ben voilà, donc on était quand même très connus quand on allait en boîte de nuit. Le DJ faisait applaudir les comédiens du théâtre. Voilà, voyez. Passe droit. Alors c'était donc Étuve avec l'esclavage des nègres, donc cette pièce qu'elle a avec le Pervenche, toutes les pièces sur l'an 1000.
Donc Millennium, l'Apocalypse, Millennium, Apsara et Volpiano, qui sont 3 pièces de théâtre pour traiter du passage à l'an 2000. Donc ce sont des pièces de théâtre qu'on avait faites avec sous l'égide de la francophonie. Donc on avait fait venir des acteurs du Burkina Faso, du Maroc, du Canada. Et ce sont on avait des ambitions un peu internationales à ce moment-là. Et le tome 3 ? Alors le tome 3, donc ça va être une suite à Gemont, mais j'allais dire presque plus adulte, plus sérieuse. Enfin, je sais pas comment dire ça. D'abord, Voter Ubu Colonial, qui est une pièce politique, alors plus engagée aussi peut-être. Tellement engagée qu'on a eu de très très gros ennuis. Mais on a été sauvé par Charlie Hebdo. Donc, oui. à partir de ce moment-là, on a été plutôt défendu par la métropole que défendu par la Réunion. Ensuite, Baudelaire au paradis, c'est une coproduction avec une troupe en extraordinaire. Et donc, il parle du voyage de Baudelaire, quoi, de la Réunion. Ensuite, ce sont des pièces de théâtre qui ont été créées au Divan du Monde à Paris. Hein, comme je vous disais, on a passé un contrat avec un théâtre privé là-bas. Alors, on les jouait ici, bien entendu, mais, comment dirais-je, on avait tellement d'ennuis à La Réunion que à Paris, on était tranquille. Mais, alors, on a eu des pièces, on a eu Carrie Volard, qui étaient des extraits de Volard. Ensuite, Ségat Tremblade. J'allais dire, un peu l'histoire romancée de Michel Admette. Et des Ségatiers qui étaient partis en France à ce moment-là. On avait sous la main les critiques parisiens, tout ça. C'était une très belle période. On était à Montmartre, on était heureux. C'est une période très heureuse. Mais je pense que personnellement, on peut déjà commencer par acheter le premier tome, mais tu peux expliquer, puisqu'il y a les préfaces et l'introduction. Il y a une préface très importante d'Agnès Santoire qui permet de remettre ça un peu dans le contexte. Voilà. Puisque le théâtre Volard a eu la chance d'accompagner une évolution météorique, enfin, de l'île de la Réunion, puisqu'on est passé de la savate de Doigt à maintenant à une île très enrichie, et donc toute cette évolution là, nous on l'a accompagnée sous forme de pièces de théâtre. Maintenant, il était bon que des gens rassemblent tout ça et donnent leur avis là-dessus. D'où la préface d'Agnès Santoire et ensuite d'une introduction de Maria Clara Pellegrini, qui est une chercheuse italienne. Il est toujours mieux d'avoir un regard extérieur, hein, puisque la Réunion est très nombriliste et on a toujours du mal à s'exprimer sur soi-même. Donc il est bon d'avoir des regards extérieurs. Donc ce sont des travaux. C'est important, bien sûr. D'université. Et il y a même je les ai pas mis dedans, mais il y a une université de Bristol en Angleterre qui a écrit sur le théâtre Volard. En anglais, hein. Et donc ce sont des regards extérieurs qui sont, comment dirais-je, qui sont plus objectifs, qui sont voilà. Alors, ils peuvent pas donner toute la sensibilité créole non plus, puisque ils sont pas créoles. Ils ne la vivent pas, oui. Et donc ils le vivent pas. Donc il y a d'autres choses, mais ça on le trouve, j'allais dire, dans les textes et dans les commentaires. On trouve ces choses-là. Donc il a fallu faire un travail comme ça assez complet. Alors évidemment, c'est plutôt un travail universitaire, c'est plutôt quelque chose qui, pour les spécialistes, et j'allais dire pour des gens qui, plus tard, voudront peut-être monter ces pièces de théâtre-là. Et puis là, je voudrais que tu nous parles quand même aussi, Emmanuel Janvrin, de tes projets. Alors j'ai des projets d'opéra avec Jean-Luc Trulès, donc il est probable qu'en 2023, nous fassions un concert un peu amélioré, scénographié, avec des extraits de nos 3 opéras, justement pour faire connaître. Extrait des 3 opéras. Voilà, ce serait une soirée dans le cadre du Conservatoire de musique de la Réunion, le conservatoire régional, avec l'orchestre de région, avec donc des malgaches qu'on ferait venir pour chanter, et puis au moins trois chanteurs lyriques professionnels, pour pouvoir, j'allais dire, donner le goût. Quand on dit opéra, tout le monde se met à partir en courant en disant c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est de la musique savante. Et donc nous, on combat cette idée. Et on voudrait mieux faire connaître, même si c'est populaire, hein, comme tu disais, à Saint-Paul, on a eu 2000 personnes. Bon.
On ne manquait pas de public, mais ça ne se sait pas. Emmanuel, on nous fait signe qu'il faut rendre l'antenne. Alors, dire à nos amis, vraiment, te remercier. J'ai pris des paris très humbles de t'interviewer en tant que poids lourd avec toutes ces œuvres. Mais j'espère qu'on a su donner envie à nos auditeurs. On va écrire sur Facebook le lien où on peut aller voir à la télévision, sur YouTube, sur YouTube, les 3 opéras, parce que c'est extraordinaire. Et puis, on te souhaite encore une belle et longue vie avec le Théâtre Volard, avec tous tes dallons. Et puis, vraiment te remercier de m'avoir fait confiance. Remercier